place, mesdames, messieurs, quel plaisir de vous recevoir cet après-midi à l'occasion de cette édition 2026 du World Impact Summit. Quelques mots pour vous présenter les uns les autres avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout là-bas, c'est Oriana Romano. Bonjour, merci d'être là, Oriana. Vous êtes chef de l'unité gouvernance de l'eau, économie bleue et économie circulaire au sein de l'OCDE. Votre mission, en substance, c'est plus complexe que ça, mais conseiller les gouvernements sur des politiques de l'eau durables, efficaces, inclusives, et vous nous en parlerez. Au milieu, c'est Charlène Descolonges, hydrologue, ingénieure et passeuse, comme vous vous définissez vous-même, vous nous direz ce que vous entendez par là. Vous observez au plus près le fonctionnement des bassins versants, vous connaissez les phénomènes de sécheresse, les conflits d'usage sur les territoires. Et bonne nouvelle, vous contribuez à les résoudre par le biais de l'intelligence collective et du partage des efforts entre humains et non-humains. On en parlera avec vous. Élément d'actualité, vous venez de publier, j'ai vu le post LinkedIn là pas plus tard qu'hier, vous venez de publier un manifeste qui s'appelle Eau vive pour une hydrologie régénérative dans la collection du Domaine des possibles aux éditions Actes Sud, et on m'a fait passer une petite note tout à l'heure pour que vous puissiez savoir qu'une séance de dédicace est organisée, merci Charlène, à 16h15 au cœur du salon. Si vous voulez découvrir cet ouvrage et aller chercher la petite signature de Charlène pour l'illustrer, vous n'hésitez pas à le faire. Près de moi, c'est Thibault Lamarque, un autre auteur d'un essai qui s'appelle, alors vous avez le chic des titres qui claquent, L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse. Dans cet ouvrage, vous proposez un récit documenté mais accessible de la crise de l'eau et aussi des leviers de sobriété. Vous êtes, ça n'est pas inutile de le dire compte tenu du contexte et du thème qui nous rassemble, le fondateur d'une entreprise d'économie solidaire et sociale qui s'appelle Castali et qui propose une alternative durable à l'eau en bouteille pour les hôteliers, pour les restaurateurs. Ce sont des fontaines à eau, en gros, des jolies fontaines premium, éco-conçues et bas carbone. Et c'est à vous, en fait, que je voudrais poser la question de lancement, je dirais, de ce panel, Thibault. Dans ce livre que je viens d'évoquer, qui est paru en 2023 aux éditions Novice, vous décrivez en fait une planète qui, je vais le dire avec mes mots là à nouveau, se dessèche sur Terre, se noie en mer, avec des sols épuisés, des rivières dégradées, des océans plus chauds, remplis de plastique. Ça donne pas envie, mais c'est malheureusement le reflet d'une certaine réalité. Quand on a échangé tous les deux en amont de la table ronde, vous m'avez dit cet ouvrage, c'était à la fois un coup de gueule, mais aussi un cri d'alerte. Et c'est normal puisque finalement, tout votre parcours, depuis votre mémoire de fin d'études jusqu'à votre activité actuelle, est lié au domaine de l'eau. Vous êtes un ancien de chez Veolia. À qui vous vouliez adresser cet ouvrage? Et au fond, quel était le message que vous vouliez envoyer? Merci Nathalie. Alors d'abord, moi je suis pas un vrai auteur, je suis un entrepreneur et mon vrai métier c'est de manager des équipes, de proposer des solutions et de l'innovation pour venir régler un certain nombre de problèmes, dont le plastique et dont la qualité de l'eau. Mais quand j'ai écrit ce livre en 2020, je suis très lent et donc j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre. Charlène, je ne sais pas quel est ton rythme, le nombre de pages, mais moi j'ai mis beaucoup de temps. Un par an, mais vous échangerez les recettes dans la J'ai mis 4 ans à l'écrire et à l'époque c'était un livre qui était fait pour tout le monde, en tout cas pour le grand public. Moi, l'idée de départ, c'était j'avais vu chez Veolia et puis chez Castali un certain nombre de sujets sur l'eau. Il y avait beaucoup de signaux faibles qui étaient déjà là et que je ne retrouvais pas dans la presse, que je ne retrouvais pas dans les médias. Et l'idée, c'était de pousser un coup de gueule. Alors, il y a eu la canicule de 2022 qui est arrivée, il y avait une sécheresse hivernale, les canicules de l'été. Et là, je me suis dit, non mais j'ai complètement raté mon créneau, il faut vraiment que je me pose et que je pose les choses. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre à ce moment-là. De manière globale, on ira dans le détail au fur et à mesure du déploiement de la table ronde, mais quel regard, je le disais, tout votre parcours professionnel est lié à l'eau, quel regard vous portez sur l'évolution du risque hydrique tel que vous avez pu l'observer ici, mais aussi ailleurs, puisque vous êtes également un voyageur?
Le risque hydrique, c'est plus quelque chose qui est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on retrouve et qui devient structurel. On en entend régulièrement parler dans les médias aujourd'hui, mais donc on est passé de quelque chose d'exceptionnel à quelque chose de structurel. Et le pendant de ça, c'est que ça devient un enjeu économique pour les entreprises, parce que quand il n'y a plus d'eau, et ça arrive tous les étés en France, quand il n'y a plus d'eau au robinet, eh ben, ça a un certain nombre de conséquences assez dramatiques en cascade. Et le pendant de ça, et je pense qu'on en reparlera avec Oriana, mais c'est le sujet de l'arbitrage. Qui a le droit à quoi, quand et à quel prix? Merci de me faire le relais vers Oriana. Effectivement, Oriana, saisissez-vous du micro parce que j'ai une question autour des constats. On touche du doigt certaines réalités, mais si on essaie de les objectiver avec quelques chiffres ou à tout le moins des ordres de grandeur, qu'est-ce qu'on trouve? À quoi est-ce qu'elle ressemble, la carte du risque hydrique aujourd'hui? Alors, dans les pays de l'OCDE, mais pas que, hein, parce que forcément, on est tous sur le même bateau, tous sur la même planète, et ce qui se fait ici a un impact là-bas. Donc, à quoi elle ressemble, cette carte? Comment on l'analyse? Et qu'est-ce qu'on en retient en termes d'enseignement? Merci Nathalie. Déjà, aujourd'hui, il y a un fait très simple, et c'est que aucun pays dans le monde n'est désormais épargné par le stress hydrique. Évidemment qu'il y a des territoires, des pays qui sont plus vulnérables, plus exposés au stress hydrique, particulièrement la sécheresse. Mais, lesquels, par exemple? Par exemple, en Europe du Sud, l'Italie, le sud de la France, l'Espagne, la Grèce. Mais aujourd'hui, ça remonte, quoi. Hein. Mais oui, évidemment. Mais aujourd'hui, on parle aussi des zones des régions plus tempérées, l'Europe du Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Scandinavie et aussi l'Amérique du Nord et l'Océanie, qu'avant étaient moins stressés hydrologiquement. Et en fait, si on voit un peu les données qu'on a collectées récemment à l'OCDE, on voit qu'entre 1900 et 2020, la surface qui était touchée par la sécheresse a doublé. Et d'ici 2030, 40% de la population va être exposée à la sécheresse. Ça signifie 1 milliard de personnes supplémentaires. On a même vu on en avait parlé toutes les deux, on a même vu des épisodes de sécheresse en Angleterre, au Royaume-Uni, inimaginable jusqu'à il y a peu. Oui, exactement. Et en plus, la sécheresse, c'est en cause pour le 6% des catastrophes naturelles dans le monde, mais aussi des mortalités. Et ici, on parle en fait la mortalité liée au risque hydrologique dans le monde, surtout pour des pays hautement vulnérables, ça peut être 15 fois plus élevé que dans des pays qui ne sont pas sujets à ce type de stress. Alors qu'aujourd'hui, on ne parle pas plus de risques hydrologiques, des changements de régime hydrologique qui n'ont pas des conséquences sur des modèles économiques et territoriaux. Oui, en fait, les conséquences sont très grandes et parce qu'ils ont été tout construits sur une idée d'eau abondante, prévisible, qui n'existe plus. Et parmi les causes, il y a certainement le changement climatique, mais bien évidemment aussi l'activité humaine, la déforestation, l'urbanisation, l'agriculture non durable, alors que on ne peut pas parler de risques localisés, sectoriels, mais d'un véritable risque global. Aujourd'hui, on est effectivement à l'échelle du global. Charlène Descolonges, comment ce diagnostic posé de manière très macro par Thibaut, par Oriana, se traduit-il aujourd'hui, vous qui le voyez de vos yeux, à l'échelle des bassins versants français ? Merci Nathalie. Alors comment ce constat-là se traduit concrètement chez nous, en France? On se retrouve à avoir des risques hydriques. On en a parlé, je m'arrête un peu sur ce terme pour les définir. Quand on parle de risques hydriques, on parle de 2 types de risques. Vraiment les extrêmes de sécheresse et de précipitations intenses qui vont générer des ruissellements, des crues par débordement, etc. Les 2 faces de la même pièce. Les 2 faces de la même pièce. Ouais. Le message que je porte, il est très clair, je le redéfinis encore dans le livre, c'est de dire ces risques-là étaient déjà présents avant, les hydrologues sont formés à prévoir ces risques-là, qui sont naturels. Néanmoins, il faut noter que
ce qui vient d'être dit par Oriana est très important. Les altérations sur les cycles de l'eau étaient déjà présents avant le changement climatique. Et je les renomme ici pour vraiment marquer cela. C'est le changement de couverture et d'usage des sols qui va impacter cette eau verte, l'eau qui est contenue dans les sols, évapotranspirée par les plantes. Et l'artificialisation massive des sols peut occasionner évidemment une augmentation de la vulnérabilité des territoires. Autant en sécheresse qu'en inondation. On a la rectification et la simplification des rivières, des fleuves, qui, quand on scinde les méandres ou quand on les élargit pour faire des canaux, transport fluvial ou autre... Quand on artificialise le cours d'eau, au fond. En fait, on fait tout pour accélérer l'eau en surface. On pompe l'eau dans des réserves souterraines très profondes qui mettent des milliers d'années à se reconstituer, on les évacue en surface et tout ça accélère finalement ou accentue notre vulnérabilité face à ces deux risques. Le changement climatique va être un amplificateur et un accélérateur de ces risques-là. Et on se retrouve effectivement à avoir des territoires qui sont vulnérables, des territoires même qui n'avaient pas du tout conscience de ce risque. Je pense notamment au nord de la France l'an dernier avec une sécheresse du printemps qui était très forte et qui a mis à mal toute l'agriculture. Et en fait, on n'a pas conscience que toutes nos activités nous ont rendus vulnérables à ces risques hydriques. Alors, vous venez d'évoquer l'exemple du nord de la France. J'aimerais qu'on continue à en donner des exemples parce que c'est assez parlant au-delà des concepts. À quoi ça ressemble un territoire en tension hydrique aujourd'hui? Comment les jeux d'acteurs se déploient? Quels conflits d'usage on doit arbitrer? Vous qui êtes au contact quotidien de ces acteurs très localement, qu'est-ce que vous pouvez partager en termes de retour d'expérience avec nous, qu'on mesure bien la réalité de ce que ça implique le stress hydrique aujourd'hui? Alors, il y a les territoires qui sont plus ou moins habitués et préparés à ces risques-là, notamment le sud de la France, mais je vais en donner un qui ne l'était pas jusqu'à présent, c'est le territoire de l'Arve, en Haute-Savoie. Je ne sais pas si vous le situez. C'est le fleuve, la grande rivière qui prend sa source au Mont-Blanc et qui termine sa course à Genève, dans le Rhône. Et sur ce territoire qui est considéré comme un château d'eau, il n'est pas le seul, tous les territoires alpins d'une manière générale se disent être en abondance hydrique, il n'y a pas de problème, même en hiver. Et en janvier 2019, les communes des stations de montagne se posaient la question si elles allaient pouvoir actionner les canons de neige artificielle ou donner de l'eau potable aux touristes. Et là, on était vraiment concrètement dans une question d'arbitrage, de priorité. Est-ce qu'on préfère mettre de l'eau sur les pistes de ski ou dans le robinet pour nos touristes? Donc là, et comment on choisit? Alors, il existe des cellules de crise qui sont organisées par les préfets à l'échelle des départements qui vont réunir tous les acteurs et j'ai assisté à nombre d'entre elles dans ces réunions-là où globalement on essaye toujours de prioriser l'eau potable, évidemment, mais on ne perd pas de vue les aspects économiques et donc lorsqu'il y a arbitrage à faire, on privilégie toujours les aspects économiques, parfois au détriment des milieux aquatiques. Oui, il faut que la vie continue, mais voilà, entre l'arbitrage humain et non humain, il y a encore un peu de chemin à faire sans doute, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a les solutions de crise où voilà, les préfets actionnent les arrêtés de sécheresse pour dire quels sont les usages prioritaires, quelles sont les restrictions par type d'usage. Et puis, sur le temps long, et c'est plutôt vers ça qu'on doit aller, sur la gestion de la préventive, il y a ce qu'on appelle en France les PTGE, les plans territoriaux de gestion de l'eau, qui permettent, c'est des termes très techniques, mais ça permet de dire, voilà, la ressource en eau disponible, c'est ça, c'est tant. Les volumes dont on a besoin pour l'économie, c'est tant. Et les volumes des milieux aquatiques, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin de laisser de l'eau dans les rivières, c'est tant. Donc, à partir de ça, de ces limites et les évolutions climatiques, comment alloue-t-on? Quelle est l'allocation de l'eau par rapport à ces différents usages? La plupart des territoires en France se sont lancés dans ces démarches, mais il faut le noter, au moins la moitié du territoire français n'est pas couvert par ce type de démarche. Allez, on va continuer à parler de ces aspects avec vous dans la suite du débat, mais juste parce que vous avez évoqué les acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, enfin, j'ai une question peut-être pour vous
pour vous trois, indifféremment, selon l'expérience que vous avez, est-ce qu'ils intègrent, et j'ai l'impression que la réponse est dans la question, mais est-ce qu'ils intègrent suffisamment aujourd'hui cette dimension du risque hydrique? Est-ce qu'il y a un signal urgent qu'ils doivent absolument entendre pour eux-mêmes, d'une certaine manière, avant même de parler d'autre chose? Oriana. Je réponds. Alors, pas suffisamment. Et c'est pas intégré. Il y a, pour moi, deux choses à considérer. La première, c'est que l'eau, même dans les processus des décisions, c'est toujours vu comme un sujet environnemental, quelque chose un peu à côté et pas trop stratégique pour l'économie et pour le développement du territoire. Ce que c'est pas absolument vrai. On a évidemment tort de penser ça. Il y a des impacts économiques très importants. Et là, le deuxième point, c'est que les signaux importants, c'est le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, que c'est très haut aujourd'hui. Si on fait en comparaison avec l'an 2000, par exemple, aujourd'hui, les crises hydrologiques ont un coût jusqu'à 6 fois plus haut que dans les passés. Et à l'inverse, si on voit les bénéfices, juste investir $1 sur la résilience pour générer des bénéfices de $10 en termes de... Ça, c'est un message clé qu'on passe peut-être pas assez. Exactement. Ou qu'on n'entend pas assez. Parce qu'on voit, c'est difficile parfois comprendre la valeur de l'eau et mettre en fait un prix, un coût sur ce qu'on gère aujourd'hui pour éviter ce type de crise en fait. Thibaut, sur cette même question. Je rejoins Oriana. En fait, le sujet, c'est pas tellement le prix du mètre cube. En France, c'est autour de 4 € le mètre cube. Le sujet, c'est le prix de l'arrêt de l'eau potable. Ouais. Et une usine sans eau potable, qui n'a pas un circuit intégré avec du reuse, c'est plus une usine, c'est une usine à l'arrêt. Et ça, le coût de l'inaction est extrêmement fort. Charlène, en face, j'imagine, là-dessus? Oui, il y a un acteur qui est le plus au fait, ce sont les assureurs. Et si je peux juste donner un chiffre sur là, ça. Là, pour le coup, eux, ils le voient, l'impact. Et en fait, il y avait un risque qui était totalement sous-estimé, on va dire, pour eux, et qui a coûté très cher lors des dernières sécheresses, c'était le risque de retrait-gonflement d'argile qui fissure les maisons individuelles. Beaucoup de reportages là-dessus dans les médias. Donc 10 millions de logements qui sont exposés en France, et ce risque vraiment d'exploser à mesure qu'on se dirige vers une trajectoire à plus 4 degrés. Alors, il existe, et on en parlera tout à l'heure, beaucoup de solutions techniques, technologiques, pour booster l'adaptation, réduire le stress hydrique. Mais je voudrais qu'on commence par le début, qu'on prenne les problèmes dans l'ordre, parce que vous le dites souvent, Oriana, vous me l'avez encore dit quand on a échangé en amont de la table ronde, l'enjeu numéro 1, c'est de sortir de la gestion de crise. On en parlait avec Charlène. Arrêter d'empiler des solutions au coup par coup, se mettre en mode stratégie. Est-ce que l'OCDE propose au gouvernement des recommandations pour les aider à accompagner les acteurs à monter le niveau en mode stratégie? Oui, bien évidemment. En fait, les problèmes aujourd'hui, c'est qu'en général, on court après les crises. En fait, on a des mesures d'émergence, mais on n'arrive pas vraiment à changer les règles du jeu structurellement. Et là, on a besoin un peu d'échanger des choses. Et en fait, nous, on propose au moins 3 leviers importants. Le premier, c'est d'anticiper. Et c'est de aussi clarifier qui fait quoi, à quel prix, quand, avec quel acteur, comme on vient de le mentionner. Et par exemple, pour donner un exemple, dehors l'OCDE au Brésil, un pays avec qui on travaille beaucoup, surtout sur la résilience de l'eau, par exemple, ils ont créé une salle des crises qui unit l'État, les régions, les usagers, et en fait, pour gérer... pour anticiper les crises de façon que après on ne se retrouve pas dans la mesure d'urgence. La deuxième chose importante, c'est de gérer pas que seulement l'offre, mais aussi la demande, parce qu'on a toujours la tendance à trouver des solutions pour avoir plus d'eau, pour répondre à une consommation qu'aujourd'hui peut-être ce n'est pas vraiment gérable. Ça, c'est la course en avant, c'est pas une solution. Exactement, mais après il faut gérer aussi la demande.
demande. Il faut gérer la demande, il faut changer les comportements des acteurs et il faut utiliser les signaux économiques. Par exemple, en France, il y a des redevances volumétriques pendant des périodes de sécheresse. À Chypre, par exemple, ils ont l'eau recyclable, c'est moins cher comparé avec l'eau potable pour l'agriculture. Ou en Espagne, il y a tout un cadre réglementaire sur la réutilisation de l'eau. Alors, c'est ça. On a des choses à apprendre en France des autres pays européens? En France, par exemple, et ça c'est mon troisième point hyper important, c'est qu'il faut planifier à l'avance. Il faut planifier, il faut faire des stratégies de long terme. En France, par exemple, il y a un plan eau qui détermine, par exemple, le moins 10% des prélèvements d'ici 2030. C'est quelque chose d'important. Mais à côté de ça, par exemple, il y a un plan d'eau en Californie. Et là, c'est actualisé chaque 5 ans. Ils ont introduit des scénarios en relation du changement climatique. Alors, c'est ça aussi la chose la plus importante, c'est oui, de déterminer des objectifs pour des targets long terme, mais être aussi capable, avec des analyses économiques, hydrogéologiques, de anticiper les risques. Et malheureusement, donc de superposer différentes temporalités d'une certaine manière pour être toujours juste dans l'action qu'on conduit. Il y a autre chose qui me semblait intéressant à relever, c'était, j'aimais bien le concept que vous aviez amené qui était de sortir de la water box. On dit toujours qu'il faut penser out of the box, mais vous dites qu'il faut aussi sortir de la water box, c'est-à-dire ne pas traiter uniquement de l'eau avec les acteurs de l'eau. Oui, plutôt en bon français, ne pas traiter de l'eau uniquement avec les acteurs de l'eau. Je l'ai mis dans le bon ordre. Oui, oui, c'est important. Là, on vient de l'évoquer même avant. C'est les impacts sur la quantité de l'eau, sur les risques, sur la qualité de l'eau. En fait, ils sont gérés par des politiques. Ils ne font pas partie de l'eau comme secteur. On parle d'agriculture, on parle de biodiversité, de changement climatique, d'énergie. D'urbanisme, et urbanisme, évidemment, comme l'évoquait Charlotte. Alors que c'est nécessaire d'intégrer l'eau dans cette politique là, d'avoir une approche systémique et surtout sortir du silo. Le fait qu'il faut faire des politiques de l'eau pour l'eau, quand en fait il y a des impacts économiques, socio-environnementaux qui dérivent des politiques d'autres secteurs. Est-ce que, Charlène, tout ce qui vient d'être dit par Oriana match avec le concept d'hydrologie régénérative que vous défendez? Alors, vous dites, on n'invente rien à travers ce concept, mais on crée de la cohérence. J'ai le sentiment que vous prêchez dans la même direction toutes les deux. Je me trompe? Complètement. C'est une invitation à désiloter et à voir la question de l'eau, pas que par le prisme technique, mais le regarder aussi par le prisme d'autres sciences qui sont tout à fait essentielles, comme les sciences sociales, cognitives, qui nous aident en fait à comprendre pourquoi, des fois, malgré les injonctions, malgré les informations, malgré la formation, il ne se passe rien, il n'y a pas de changement. Et à travers l'expérience, à travers les regards, les inspirations, les exemples que je donne dans le livre, on dit en gros qu'il y a énormément de choses qui existent déjà. L'important, c'est d'être en capacité, et on rejoint la gouvernance, de se mettre ensemble, mais d'associer aussi les habitants. En France, on est très fort sur les politiques de l'eau. On arrive à planifier, voire même on a un plan pour à peu près tout, les risques de sécheresse, les risques de sécheresse PTGE, le risque d'inondation PPRI, la question de l'eau potable, l'assainissement PGSSE. En fait, on a un plan pour beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de cohérence à l'échelle du bassin versant, ni parfois d'alliance entre les acteurs. Je donne un exemple qui contredit ce que je viens de dire. Allez-y. Intellectuellement, c'est stimulant. Voilà. On sort de Paris, mais on n'est pas très loin. On est toujours sur le bassin de la Seine et on va rencontrer des gestionnaires forestiers de l'ONF qui, avec un syndicat de rivières, travaillent sur le concept de forêt éponge. On pense toujours au drainage systématique de nos terres dans un contexte agricole, mais on pense moins au drainage de nos forêts. Et pourtant, nos forêts sont largement drainées pour être cultivées, parfois intensément.
Et en fait, les gestionnaires forestiers se rendent compte que nos forêts dépérissent aussi parce qu'elles ont été drainées. Et certains commencent à expérimenter des formes de dédrainage. Ils mettent des micro-ouvrages dans les drains pour retenir l'eau. Ils favorisent la diversification des essences et des modes de gestion. Ils sont vraiment dans une optique de diversification. Et en fait, ils travaillent en alliance entre les gestionnaires des risques d'inondation des rivières, qui travaillent sur les rivières, parce qu'ils se rendent compte qu'avoir une forêt qui est capable de retenir l'eau permet de retenir l'eau et de protéger les enjeux en aval. Donc, et là, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc, en fait, il y a vraiment ce besoin de tisser des liens entre ces mondes, entre forestiers, agriculteurs, gestionnaires des risques, inondations, sécheresse et aménageurs urbains. Et c'est vraiment l'intention de l'hydrologie régénérative que d'offrir toutes ces solutions. Mais c'est pas si facile. De temps en temps, ça frotte. Vous soulignez dans votre livre tout l'intérêt, par exemple, de travailler avec les acteurs économiques. Mais voilà, de temps en temps, ça achoppe, le dialogue se brise. Vous pouvez même en anonymisant, éventuellement, donner un exemple à la fois de l'intérêt de mettre les acteurs économiques autour de la table et des raisons pour lesquelles, de temps en temps, ça n'aboutit pas. J'ai plein d'exemples qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné, d'autres qui sont en cours d'évolution. Je vais en donner un du côté de Valence où il y avait cette ambition de faire un projet à l'échelle du bassin versant. Donc c'est vraiment ce qu'on propose. À l'échelle du bassin versant, mettre tout le monde autour de la table. Et en fait, les agriculteurs qui étaient concernés ne voulaient pas. Mais pas pour des raisons en direct sur le sujet de l'eau. Souvent, c'était parce qu'il y avait des conflits interpersonnels. Et en fait, un des acteurs économiques qui nous a vraiment sauvé la mise, c'est la Chambre d'agriculture. Et la Chambre, parce que en fait, ils se rendent compte que la question du stockage, qui cristallise toutes les tensions, qui devient une question épidermique en France, quand on parle de stockage, tout de suite, tout le monde est campé sur ses positions. Donc, stocker, oui, mais comment ? Et là, en fait, on ouvre un dialogue. On n'est pas forcément dans une posture de dire on stocke comme ci ou comme ça, on va faire comme ci ou comme ça. On est vraiment de dire ouvrons cet espace et travaillons avec les représentants du monde agricole, que sont les chambres d'agriculture, pour tester des solutions alternatives à ces ouvrages de substitution qui sont appelés méga-bassines et trouver d'autres voies en fait, pour tenir dans le temps, parce qu'on se rend compte que ce sera des solutions court-termistes. Thibault Lamarque, un beau sujet pour vous, et vous avez un temps de retard, je dirais, en termes de temps de parole dans ce débat, donc je vais vous laisser déployer votre pensée. Vous faites partie, je le sais, de ceux qui pensent que l'entreprise, elle a un rôle politique à jouer au sens noble du terme, qu'elle doit non seulement influencer le débat, mais aussi être au cœur des solutions. Donc j'ai envie de vous demander dans quelle mesure vous pensez que c'est déjà le cas aujourd'hui, partant du principe qu'on faisait le constat tout à l'heure que la prise de conscience n'était pas encore généralisée. Et puis au moment de préparer la table ronde, et c'est pour ça que ça fait bien le lien avec ce que Charlène vient d'évoquer, vous m'avez dit, moi je pense que les gens qui vont nous sauver, ce sont les agriculteurs. Et donc j'aimerais bien que sur ces deux points, vous puissiez nous expliquer comment vous faites évoluer votre réflexion. Peut-être sur l'entreprise politique. En tout cas, Castalli, je l'ai construite comme une entreprise de l'économie circulaire, avec un agrément autour de l'économie sociale et solidaire, parce que je pense que les PME, les ETI et même les grandes entreprises peuvent avoir une mission qui dépasse uniquement la mission économique, qui est finalement la rentabilité et la rémunération des actionnaires. Et c'est en ça que j'aime bien dire que l'entreprise doit avoir une visée politique. Finalement, à mon niveau, comment ça se traduit ? J'avais été invité par un parlementaire, le député Cazeneuve, à faire le chemin de l'eau dans le Puy-de-Dôme, où on est parti de la station météorologique en haut du Puy-de-Dôme, dans les nuages, avec des aspirateurs de nuages, et puis à faire le chemin de l'eau, donc les petites rivières sur le Puy-de-Dôme, les pêcheurs, les agriculteurs, le reuse, les usines Michelin. Ça vous a marqué, cette expérience-là ? Ça m'a marqué parce que ça m'a permis finalement d'appréhender les choses différemment. Alors, les stations d'épuration, je connaissais bien du temps de chez Veolia, mais de voir finalement comment est-ce qu'on pouvait imbriquer chacun des acteurs. Moi, j'ai découvert par exemple que les pêcheurs, c'était les vigies de l'eau. J'ai été très surpris, mais c'est finalement le premier Charlène a l'air d'accord.
Ah, son frère est pêcheur. Je le dis parce que comme elle parle pas dans le micro. Et alors voilà. tous les jeunes pêcheurs d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent le fish no kill, donc ils relâchent tous les poissons, mais surtout ils sont extrêmement vigilants face à la fois aux pollutions, mais aussi au volume d'eau, parce que s'il n'y a pas le bon volume dans la rivière, ils sont plus capables de pêcher. Donc voilà, j'ai découvert en fait une communauté. J'ai aussi découvert donc, le plus gros projet de reuse en France, avec finalement à la sortie de la station d'épuration de l'arrosage de tomates sur 700 hectares. C'est juste un projet pilote phénoménal. Et puis une usine Michelin avec des circuits d'eau complètement intégrés. Donc, en tout cas, moi, ça m'a permis, si vous voulez, de comprendre comment est-ce que les différents acteurs pouvaient être intégrés. Ça a débouché sur le plan eau du gouvernement en 2023. Alors, c'était un plan eau qui avait le mérite d'exister. Je pense qu'il y avait un type d'acteurs qui avait été oublié, c'était les agriculteurs, qui sont à la fois les premiers consommateurs d'eau, mais aussi les premières personnes à subir finalement à subir le manque d'eau, mais aussi les premiers à pouvoir à polluer quand ils ne sont pas en agriculture régénérative. Ils sont vraiment au cœur de la problématique. Et c'est en ça que je vous avais dit de manière un peu... en boutade, mais pas tant que ça, finalement. Mais que finalement, la solution, elle passe en grande partie par les agriculteurs, et que je regrette que trop souvent, ils soient absents des débats. Et pourtant, il y en a qui choisissent de changer plutôt que de subir le changement. Vous en avez rencontré ? Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une adaptation au réchauffement climatique et à la sécheresse. Donc, ce qui paraît assez évident, c'est qu'on peut passer de cultures qui sont très consommatrices d'eau. Je pense au maïs, qui n'avait rien à faire sur des territoires, le territoire français, mais puisque ça venait d'Amérique du Sud, dans des climats très différents, à d'autres cultures qui sont beaucoup plus résilientes en termes de ressources eau. Oriana, sur cette question des acteurs économiques et singulièrement des agriculteurs, est-ce qu'il y a de la ressource disponible issue de travaux menés par l'OCDE sur cette question ? Oui, nous on a tout un directorat qui s'occupe de l'agriculture et bien évidemment des liens et aussi les liens économiques et les impacts de la ressource en eau. Il y a deux choses importantes peut-être à souligner. La première chose, c'est que l'agriculture est le premier consommateur d'eau, entre 70 et 80%, mais à un niveau global. Mais en fait, c'est le secteur qui en fait paye moins l'eau. Alors que il y a déjà un débat sur consommation, prix, type de ressources qui est utilisé, que c'est très, très important. Le deuxième point, c'est qu'il y a pas mal de solutions techniques, surtout liées à la sobriété. Aujourd'hui, on parle goutte à goutte, irrigation nocturne et beaucoup d'autres solutions qui peuvent être utilisées pour la sobriété ou dans un contexte d'économie circulaire pour augmenter l'efficience de l'eau. Mais moi, j'insiste sur la nécessité d'avoir aussi une gouvernance que ce soit efficace et inclusive. Et je suis tout à fait d'accord avec Thibaut. Il faut mettre les agriculteurs, les acteurs économiques au centre d'un débat parce que sont eux qu'à la fin, ils vont mettre en place pas que des solutions techniques, mais vraiment du changement des jeux. Comment peuvent être en fait réglés, gérés, gouvernés l'eau dans les futurs, sachant qu'aujourd'hui on est déjà dans une situation de risques hydrologiques et de sécheresse. Il faut voir avec les acteurs économiques qu'ils ont un impact sur les territoires et notamment les agriculteurs aussi. Oui, mais peut-être pas que. Charlène, sur cette question du dialogue, des arbitrages, vous voulez compléter éventuellement ? Avant qu'on passe au dernier segment de notre échange. Oui, j'ai aussi envie d'introduire une complexité supplémentaire, c'est-à-dire qu'on parle des agriculteurs, mais il y a différentes formes d'agriculture, évidemment, qu'on soit bien d'accord. Et l'objectif n'est pas non plus de tout focaliser sur les agriculteurs dans notre discussion non plus. Bien sûr, mais ça pose une question du modèle alimentaire aussi qu'on va choisir. Je me réfère à l'étude de France Stratégie qui avait défini 3 scénarios d'évolution des consommations en France. Et donc on a un scénario business as usual, on ne change rien. Un scénario politique publique dans lequel on est enchâssé,
avec les politiques actuelles. Et la politique de sobriété qui rejoint le scénario frugal de l'ADEME. Et en fait, il n'y avait que ce scénario-là qui permettait de faire des réductions de consommation en eau. Et à l'inverse, politique publique entraînait une augmentation de la consommation en eau. Et en fait, la conclusion principale de cette étude, c'était de dire, selon nos choix de modèles énergétiques et agricoles, on va influencer cette trajectoire-là. Donc, comment mettre tout le monde autour de la table? Je dirais que parfois, c'est pas possible. Et il faut le faire toujours dans un esprit d'ouverture et de ancrage territorial. Je dirais que c'est le plus simple. C'est pour ça que les projets d'hydrologie, les solutions sont dans les territoires. Elles sont toujours là, vous êtes tous situées les sur trois un territoire, en accord. parce que chaque bassin versant a ses spécificités, ses climats, son hydrologie, ses usages. Et ce qui est valable dans le sud de la France, qui est très dépendante d'une irrigation superficielle, sera moins le cas dans le sud-ouest. Thibaut, vous venez de me jeter un regard en coin, ça veut dire que vous voulez ajouter non, mais quelque chose. c'est peut-être le vrai sujet en fait de l'eau par rapport au carbone, c'est que finalement le carbone c'est quelque chose de mondial qu'on peut traiter en local, mais en tout cas c'est un impact mondial. L'eau ça se gère au niveau du bassin versant et de la colline. Allez, on va quand même en parler, même si vous évoquez la primauté à la stratégie, à la gouvernance, au dialogue entre acteurs. Je voudrais quand même qu'on dise un mot sur ces fameuses innovations techniques et technologiques. Depuis tout à l'heure, on les glisse, on les distille dans notre échange. On a parlé du goutte à goutte, par exemple, pour l'agriculture. On a beaucoup parlé de reuse ou reut, ça dépend comment on le prend, mais en fait, on parle de la même chose. Voilà. Parmi toutes ces innovations et encore toutes celles qu'on n'a pas citées, lesquelles vous semblent aujourd'hui, à tous les trois, les plus prometteuses pour réduire durablement la pression sur la ressource? Et miroir de la question, est-ce qu'il y en a d'autres pour lesquelles vous vous dites « Ok, c'est en vogue, c'est à la mode, ça fait le buzz » et en même temps, est-ce que c'est pas un peu surcoté? Je vais démarrer, je vais être très rapide et je vais passer le micro allez-y, façon ballon de rugby. On a du temps. Je pense que en fait, c'est pas un sujet d'innovation. C'est beaucoup plus facile de ne pas polluer de l'eau et de la distribuer à des citoyens ou d'ailleurs, à faire de l'eau du robinet, plutôt que de la dépolluer. C'est plus facile de finalement traiter au charbon une eau relativement qualitative plutôt que d'aller dessaler de l'eau de mer. Donc le premier sujet, la première innovation finalement, c'est la frugalité des modèles, de nos modèles de consommation. Et ça, je pense qu'on est tous les trois. On arrête les logiques de bout de tuyau, quoi, c'est ça. Alors, sans doute que l'osmose inverse, le dessalement d'eau de mer, on en a besoin, de la même manière que dans certains endroits, on a besoin de méga-bassines sans que ça soit un gros mot. Mais ça ne peut pas être la solution à tout. Et là, ce que j'ai vu, moi, on vient de lancer le Maroc, l'activité au Maroc, et j'ai pu discuter avec un certain nombre d'acteurs économiques à Marrakech. Aujourd'hui, vous avez plusieurs usines de dessalement d'eau de mer, enfin en tout cas c'est des usines de dessalement d'eau de mer de la côte qui amènent l'eau du robinet à Marrakech. Charlène Oriana, en phase avec Thibaut là-dessus, sur cette espèce de séquençage, de priorisation. Oui et non. En fait, J'aime ça. Il y a le oui dans la priorité à la prévention pour éviter de traiter en aval, et le non sur est-ce que véritablement on a encore aujourd'hui le luxe de se payer de ces solutions-là, et est-ce que tout le monde va pouvoir se le payer? C'est ça la vraie question, puisque on en parlait juste avant de monter sur scène que ces usines de dessalement, ça coûte extrêmement cher, c'est polluant, ça émet des gaz à effet de serre, ça détruit les herbiers marins, et en fait les pays qui l'ont vraiment développé dans des endroits où il y a très peu d'eau et pour des consommations en eau qui excèdent les ressources en eau disponibles, en fait, les populations continuent à boire de l'eau en bouteille. C'est même pas pour des usages d'eau potable. Donc, je m'interroge vraiment, mais vraiment, sur cette question du dessalement de l'eau de mer. Tout de même, et pareil pour les dites méga-bassines, quand on investit dans ces infrastructures, on attend un retour sur investissement. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Quand on a une attente sur retour investissement, ça veut dire qu'on perpétue d'une certaine manière un modèle avec, pour les méga-bassines, des cultures à forte valeur ajoutée. Donc c'est très difficile de s'en sortir. Et la question... On ne peut pas renverser la table en continuant à jouer le même jeu. Voilà, il y a une stratégie du en même temps qui me dérange vraiment. Donc je me dis, plutôt que d'investir dans ces solutions-là, pourquoi ne pas mettre directement cet argent dans l'accompagnement des formations, des techniques, des changements de matériel pour les agriculteurs qui en ont besoin, des semences, des plants d'arbres, des mares. Enfin, il y a vraiment, là, il y a des travaux à
à faire à ce niveau-là. Mais moi, je suis désolée, je n'y arrive pas avec cette idée du compromis parce que on n'a plus le temps. On est en faillite hydrique. En fait, on n'est plus en crise là. Et c'est pour ça on est dans une urgence structurelle. C'est-à-dire qu'on a déjà accumulé tellement de retard, mais que là, d'après ces rapports, et la faillite hydrique, c'est un mot très très fort. Ça ne veut pas dire que là, du jour au lendemain, on va ouvrir le robinet, il n'y a plus d'eau qui sort. C'est structurel et c'est pour des générations futures. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut être assez intransigeant sur les solutions. Oriana et puis Thibaut. Très rapidement, moi je crois qu'aujourd'hui, on a à disposition des concepts hyper importants. On a parlé de frugalité, de sobriété, de circularité. On a aussi des solutions fondées sur la nature qui font Vous pouvez citer quelques exemples pour ceux qui seraient moins familiarisés avec ce concept dans la salle? Des solutions fondées sur la nature, par exemple la restauration des bassins versants en Afrique du Sud, au Cap, a permis de rétablir des milliards de litres d'eau. En fait, ils ont été réalisés avec un coût beaucoup plus inférieur que comparé avec ceux des infrastructures grises. En fait, c'est pas que planter des arbres raison pour laquelle je vous ai demandé d'expliquer. En fait, c'est vraiment pour avoir une approche naturelle plus générative, même dans les villes qui sont beaucoup sujets à les impacts du changement climatique, en fait, les retours à la nature. Donc on a ces solutions, mais... On a les solutions, on a la circularité, la réutilisation, la sobriété, on le sait, on l'applique dans plusieurs secteurs et moi, je crois que c'est quelque chose d'important. Je suis un peu d'accord sur le fait que il y a des solutions techniques un peu survendues. Les dessalements, les méga projets, ils sont extrêmement coûteux, des solutions énergivores qui sont très lents aussi à déployer. Peut-être on n'a pas les temps, mais en même temps, je trouve qu'on a besoin des changements structurels, vraiment dans la façon dont l'eau est vue dans des politiques économiques, politiques environnementales. Il faut pas regarder à des petits projets pilotes d'expérimentation. En fait, il faut vraiment changer des modèles. Alors, on peut s'interroger aussi sur des modèles de production et de consommation. Par exemple, nous, on accompagne beaucoup les pays pour le développement des stratégies d'économie circulaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire changer une économie, passer d'une économie linéaire à une économie circulaire? C'est pas les petits projets de réutilisation de l'eau qui va changer les choses. C'est vraiment changer l'économie, la façon dont on produit et on consomme. Peut-être qu'aujourd'hui, on court après une demande, et on court après un changement démographique, on le sait, dans les futurs, on va augmenter, les changements climatiques vont avoir des impacts. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour changer l'économie? C'est pas changer les secteurs de l'eau pour changer l'eau, mais en fait, c'est changer la façon dont on produit, on consomme, on vit, on consomme dans la vie normalement. Qu'est-ce qu'on fait pour changer l'économie, Thibaut? Alors, non, je voulais peut-être préciser ma pensée par rapport au point de Charlène. Moi, je pense vraiment que le sujet numéro 1, c'est la sobriété, qui permet de se passer de ces solutions d'innovation. Mais dans un certain nombre de cas, je pense que l'innovation est nécessaire pour les populations. Mais si on prend l'exemple du Maroc, finalement, quand on va arroser d'eau potable avec de l'eau dessalée des tomates, et qu'on va acheter en France des tomates qui viennent du Maroc, on a exporté de l'eau marocaine qui a été dessalée. Et donc là, on marche. Enfin, c'est complètement débile. Il nous reste... Voilà, il nous reste 5 minutes avant le terme de cette table ronde. Tout à l'heure, vous aviez fait le constat commun que la prise de conscience des acteurs économiques de la réalité de ce risque hydrique et de l'impact sur leurs affaires était encore insuffisant. Du coup, j'ai envie de vous demander, au moment de conclure,
quelques pistes pour aider à intégrer ce risque hydrique dans un modèle économique. Quelles seraient, pour une entreprise, une collectivité, les premières étapes très concrètes à engager dans les 2 ou 3 ans, sur base à nouveau de l'expérience que vous pouvez en avoir, des observations que vous avez pu faire au contact des acteurs. Et comment, peut-être question connexe, pour relier avec ce que vous venez d'évoquer, Oriana, comment on aide à passer à l'échelle d'un territoire ou d'une filière pour sortir du pilote, quoi. Alors, c'est assez intéressant. Il n'y a pas une réponse toute. Évidemment. Et chaque entreprise a sa méthode et a ses dépendances. Il y a des entreprises de l'agroindustrie ou l'agroalimentaire qui vont être très dépendantes de cette question de l'eau verte. Donc, elles vont chercher à calculer leur dépendance à l'eau verte. Où sont les risques par rapport au changement climatique. Il y a des entreprises qui vont être très dépendantes de la disponibilité en eau bleue. Et là, voilà, l'invitation que je souhaite faire, c'est d'arriver à calculer cette dépendance-là. Quels sont les pays qui sont en fort stress hydrique et donc les risques qu'il y ait des ruptures d'approvisionnement, etc. Je pense que cette évaluation-là, elle est très intéressante. Et j'essaye, et ça c'est un peu le souhait que je fais aujourd'hui, c'est que ces entreprises puissent se réencastrer, se réancrer sur ces territoires-là. Qu'elles n'aillent pas que dans le calcul d'indicateurs, parce que ça on sait faire, mais comment on arrête de poser des ovnis, quoi, c'est ça. Financer en fait les changements de pratiques pour être dans cette trajectoire de régénération. Thibaut, je vous ai vu sourire. Moi, je veux toujours savoir pourquoi. Non, mais je suis d'accord avec Charlène. Moi, je pense que le premier sujet pour une entreprise, même pour une organisation, pour les services publics, c'est de bien cartographier, pour bien comprendre d'où vient l'eau, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'il y a des vulnérabilités à tel ou tel endroit. Et ensuite, c'est de mesurer. Moi, je le dis souvent à mes équipes, sans mesure, il n'y a pas d'impact et on n'est pas capable de voir ce qui se passe vraiment. Et ensuite, ça permet de prioriser, de réduire, on parlait de sobriété, et puis de sécuriser, ça c'est des scénarios. Moi je pense Oriana en a parlé tout à l'heure, c'est que là il faut aujourd'hui se projeter dans la crise, se projeter dans des moments où il n'y a plus d'eau, et comment est-ce qu'on se répartit l'eau à ce moment-là. Ce qui est important, pourquoi c'est important de l'écrire tout de suite ? C'est qu'une fois que c'est acté par une gouvernance locale ou par une gouvernance nationale, une fois que c'est acté, ça permet de dérouler dans un cas de crise et ça permet d'éviter de se poser des questions de qui a le droit d'utiliser de l'eau, le coiffeur, la station de lavage, le golf ou le consommateur. Et ça, je pense que c'est important de l'écrire avant la crise pour pouvoir dérouler en temps de crise. Oriana. Pour moi, c'est important. Nous, on travaille beaucoup avec les gouvernements, alors que dans ces contextes qui viennent d'être évoqués, pour moi, c'est important pour les gouvernements de donner aussi des conditions très claires pour agir au mieux. Parce qu'en fait, parfois, même des solutions d'économie circulaire ou des sobriétés ou d'utilisation, tout ce qu'on a évoqué déjà, sont difficilement mises en place parce qu'il manque un cadre clair de réglementation, parce que les acteurs économiques ne peuvent pas passer à l'échelle. Alors, donner des conditions, des gouvernances claires, c'est important pour les agents économiques, pour agir et pour mettre en place des solutions innovantes. Allez, 30 secondes pour le message final à la salle. Si vous deviez changer une seule chose dans la manière dont on pense l'eau aujourd'hui, dans les entreprises, dans les politiques publiques, dans les territoires, pour vraiment avancer vers la résilience hydrique, ça serait laquelle ? Une seule chose à changer dans la manière dont on pense la gouvernance, je l'ai dit plusieurs fois, c'est les dialogues, c'est la valeur de l'eau, pas le prix, mais vraiment les coûts, et aussi sortir du silo et vraiment avoir une approche un peu plus systémique. Systémique et transversale. Charlène ? Changement de culture et connaissance. On protège mieux ce qu'on connaît et on protège ce qu'on aime. Donc, j'essaye d'amener les gens
au plus proche des rivières pour comprendre comment elles fonctionnent. Pour enclencher ce cercle vertueux que vous venez et envie d'en prendre soin. Ouais. Et envie d'en prendre soin. Thibaut, vous aurez le mot de la fin. Moi, je reviens sur mon idée de prévoir ce qui peut se passer en temps de crise et de décider ensemble des usages prioritaires. C'est le premier point. Et puis peut-être le deuxième point par rapport à mon métier d'il y a 20 ans. Chez Veolia, on avait Henri Proglio qui nous avait posé la question de réinventer un business model, parce que finalement, un opérateur d'eau, plus il y a de trous dans les tuyaux, plus il gagne sa vie. C'est comment est-ce qu'on réinvente un modèle de l'eau avec les opérateurs d'eau pour que finalement, ça soit la sobriété qui soit récompensée. Et on en reste là pour ce thème qui aurait encore mérité qu'on y consacre des heures et des heures, mais peut-être l'an prochain. En tout cas, je vous rappelle, à partir de 16h15, si vous souhaitez aller plus loin, la séance de dédicace du livre de Charlène qui vous attend au cœur du salon. On a écrit au cœur du salon sur mon petit papier, je ne sais pas exactement où c'est, mais criez Charlène et elle devrait vous entendre. Et puis le livre de Thibaut, L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse, est toujours, j'imagine, disponible dans les bonnes librairies. C'est comme ça qu'on dit dans ces cas-là, à la Fnac ou ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez le découvrir également. Merci, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec vous cet après-midi.